Après la mort d'un des grévistes, manifestation silencieuse dans les rues de Reims. Bernard Hinault, vainqueur du Dauphiné libéré, une étoile est née. 25 ans de règne, l'Angleterre en folie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le dossier le plus épais de la journée dans les rédactions, les états-majors politiques et syndicaux reste toujours l'affaire de Reims, avec ses dramatiques conséquences. Dans 2 minutes, nous allons essayer de vous montrer toutes les pièces du dossier. Mais avant tout, je crois qu'il faut donner un coup de chapeau ce soir à un Français, à un coureur cycliste, Bernard Hinault, qui vient en effet de remporter haut la main le Dauphiné libéré. Dans la dernière étape, contre la montre, il n'a été battu que de 4 secondes par Bernard Thévenet, et a donc conservé son maillot de leader. 2 victoires dans des classiques belges, ce succès dans une course par étapes réputée difficile, c'est assez pour compromettre à Bernard Hinault un avenir superbe, et au vu des images que vous allez maintenant regarder, il le mérite. Il le mérite d'autant plus qu'il efface un certain Van Impe ici, qui a pourtant un joli coup de pédale. Van Impe, vainqueur du Tour l'an dernier, finira 13e de l'étape. C'est l'une des grandes déceptions aujourd'hui de ce Dauphiné libéré. En revanche, l'une des satisfactions de l'épreuve est la confirmation du net regain de forme de Bernard Thévenet. Battu d'1 seconde à la mi-course par Hinault, il finit très fort, reprenant 4 secondes au maillot jaune dans la dernière partie du parcours. Il avait au total 17 secondes de retard sur Hinault. Sa victoire d'étape aujourd'hui ne lui permet pas de l'emporter au classement final, mais lui donne toutes les raisons d'espérer au prochain Tour de France. Car ici, il fallait vaincre Bernard Hinault, cet athlète, ce solide breton à panache né au pays du granit. Il porte sur le corps les marques de sa chute de la 7e étape. Il s'en ressentira encore à l'arrivée, se plaignant de la clavicule. Bernard Hinault est déjà un grand champion. Dans la douleur, dans l'effort, dans la course, il s'est comporté comme un vrai leader. Sa carrière qu'il mène avec sagesse, sous l'œil jaloux et attentionné de Cyril Guimard, tend à prouver qu'il ira loin. Pour l'instant, il nous offre ici une bien jolie victoire. Jolie victoire en effet, Robert Chapat, et tous les journalistes sportifs ont toujours un petit peu tendance à faire des comparaisons. Alors à votre avis, Bernard Hinault, c'est un nouvel Anquetil, un nouveau Puylidor ou un futur Thévenet par exemple? À mon avis, c'est plutôt un nouveau Bobet. Ce n'est pas Anquetil, parce qu'Anquetil, c'était le don au dernier degré, au premier degré, comme vous voudrez, en tout cas au niveau le plus haut. Puylidor, c'est le travail, Thévenet, c'est la puissance et la santé. Hinault réunit à peu près tout cela, mais à l'image de Louison Bobet, c'est-à-dire qu'il n'est pas très doué au départ, entendons-nous, au tout premier plan, il l'est bien sûr, mais par le travail, par sa volonté, par son énergie, par des qualités fondamentales, par aussi une merveilleuse santé et sa volonté d'arriver. Il est, à mon sens, un autre Bobet. En tout cas, un coureur complet. Alors avec nous, en ce moment, en direct, Bernard Hinault. Bernard Hinault, il suffit de 3 courses et l'on vous propulse comme vedette numéro 1 de l'actualité. Alors c'est pas trop lourd comme responsabilité, tout d'un coup? C'est-à-dire, je n'y pense pas actuellement, parce que au début de saison, on avait préparé ça pour faire une bonne saison, et je pense que j'y ai arrivé. Bernard Hinault, le Tour de France, tout le monde y pense. On sait que vous n'allez pas le courir. C'est quand même dommage de gâcher une chance comme la vôtre. Je ne le pense pas, puisque finalement j'ai préparé ma saison pour faire certaines courses, et comme c'est pas prévu au début de saison pour faire le Tour, et je ne vais pas le faire. Tout à l'heure, Bernard, on a évoqué le nom d'Anquetil pour établir une comparaison avec vous. Vous le savez sans doute, Anquetil a gagné son premier Tour de France à 23 ans, et vous n'aurez 23 ans que l'année prochaine. C'est ça, c'est-à-dire que on verra ça l'an prochain, mais étant donné que mon programme sera beaucoup moins chargé au début de saison, je pense que je devrais bien y arriver. Est-ce que, et tous les coureurs cyclistes se posent toujours la question chaque soir, est-ce que je vais m'étonner demain? Est-ce que vous vous êtes étonné vous-même à l'occasion de ce critérium du Dauphiné libéré? Pour moi, oui, parce que finalement, je ne pensais pas faire la montagne comme ça, et j'y suis très bien arrivé. Et surtout hier, où j'ai eu très mal à cause de ma chute, j'ai quand même limité les dégâts, et aujourd'hui, j'ai quand même gagné. Vous saviez aussi courageux, aussi énergique? Je savais que j'étais très tenace, et là, je pense que j'ai peut-être une fracture de la clavicule, et j'ai très mal actuellement là.
Eh bien, merci beaucoup Bernard Hinault d'être venu quand même sur ce plateau, malgré tout cela, et en tout cas, félicitations de la rédaction d'Antenne 2. L'affaire de Reims maintenant. D'heure en heure, cette affaire grossit presque démesurément. L'affaire de Reims, c'est cet attentat dans la nuit de samedi à dimanche contre un piquet de grève devant l'usine des verreries mécaniques champenoises. L'un des 3 blessés est décédé ce matin et les 5 agresseurs ont tous été arrêtés. Ils sont membres de la région, et tous membres de la CFT. Alors si l'affaire prend une telle importance, c'est sans doute qu'à quelques mois d'un scrutin décisif, chacun a peur que la violence ne fausse les règles du jeu. Voilà pour les répercussions nationales de cet attentat. Que dire alors de l'ampleur locale de l'affaire? Les verreries mécaniques champenoises, un conflit social qui tue, des photos, des fleurs, des tréteaux en guise de chapelle ardente, en fait une tombe sordide sur un trottoir sans âme de la banlieue rémoise. Pierre Maître est mort ce matin, ses 2 camarades sont toujours hospitalisés. Les employés des verreries champenoises, c'était aujourd'hui 1800 personnes moins une, bien décidées à manifester contre l'épouvantable fusillade de la nuit de samedi à dimanche. Nous savons seulement une chose, c'est que c'était prémédité et en plus de ça, on savait que la CFT viendrait ce matin. De toute façon, on a essayé, c'était les négociations valables auprès de la direction. On n'a jamais demandé à ce qu'il y ait un copain de tuer. C'est inadmissible de voir ça. Ce qu'on a voulu, c'est d'essayer de négocier et on ne savait pas que ça prendrait des dimensions comme ça, c'est tout, quoi. Surtout par des personnes étrangères à l'entreprise en plus. L'enquête pour retrouver les auteurs de la fusillade est allée très vite. En 24 heures, grâce à certains témoignages, les 5 maniaques de la gâchette ont été arrêtés, tous membres de la CFT. Claude Lecomte, le meurtrier, appartenait au SAC, le service d'action civique qui a prononcé ce matin l'exclusion de cet adhérent gênant. On parle de provocation, mais c'est au patronat que s'adressent les reproches. Et nous disons que le communiqué de l'Union patronale de Reims est un communiqué qui tente de s'appuyer sur de tels événements pour essayer de faire taire les revendications. Et ce que nous disons fortement, c'est que le patronat serait mieux inspiré en engageant les négociations quand les revendications se posent. Voilà ce que nous disons. De mémoire de Rémois, jamais la ville n'avait vu comme cet après-midi une telle manifestation. Le personnel des verreries, bien sûr, mais aussi celui de certaines autres entreprises. Un déploiement de force qui avait lieu alors que la direction de l'usine revenait sur ce qui était à l'origine du conflit. Pour le commencement d'apaisement, tout ce que je peux vous dire, c'est que les 2 délégués sont réintégrés dans l'entreprise et qu'ils ont reçu hier soir la signification de cette décision de la part de la direction, c'est tout. C'est une décision qui fait suite à des démarches syndicales ou alors à la suite des événements dramatiques de la nuit de samedi? Il est tout à fait certain que les 2 choses sont liées, que les événements dramatiques de la nuit de samedi à dimanche ont peut-être permis à certains de prendre conscience d'un certain nombre d'éléments dont ils n'avaient pas pris conscience antérieurement. Il est simplement regrettable qu'il ait fallu cela pour que la prise de conscience se fasse. Pierre Maître est mort, les 2 délégués syndicaux réintégrés. Il aura fallu payer cher ce que l'on a plus l'habitude de voir le samedi soir à la sortie du bal que devant une usine en grève. Oui, les télégrammes de réaction s'entassent sur nos bureaux. Chacun condamne bien sûr l'engrenage de la violence, de la CGC à la CFTC, en passant par le ministère du Travail, Force ouvrière, la CGT, la CFDT et aussi l'Union patronale locale qui en plus en profite pour, je cite, mettre en cause les méthodes contraignantes de certains syndicats et l'attitude des municipalités à dominante communiste. Pourtant, l'accusé numéro 1 depuis ce matin, depuis que l'on connaît le nom des responsables, c'est la CFT, puisque tous les agresseurs sont membres de cette organisation. Mais au siège de la CFT aujourd'hui, on dénonce l'agression comme dans les autres syndicats. Aujourd'hui, au syndicat national des salariés CFT de chez Citroën, on fait le bilan de l'affaire de Reims dans laquelle ont été impliqués 4 des militants du syndicat. La section locale de notre syndicat indépendant, au cours d'une réunion extraordinaire qui s'est tenue ce matin vers 9h30 à Reims, à son siège social, a prononcé l'exclusion à vie des 4 militants sur 5, car il y avait 5 participants à l'attentat, et dont 4 étaient adhérents à notre organisation. Ces 4 adhérents ont été exclus à vie du syndicat indépendant. Pour vous, c'est une simple bavure? Pour nous, c'est une bavure, c'est un acte individuel qui ne concerne en aucun cas
plus de 28 000 autres salariés qui sont d'honnêtes gens et qui n'ont rien à voir avec des malfrats, quelle que soit leur origine. Nous, chez Citroën, jamais nous nous sommes livrés à des voies de fait, jamais il n'y a eu d'agression contre un homme. Le SNIC est le noyau le plus dur de la CFT. Auguste Blanc, actuel dirigeant du syndicat, est d'ailleurs issu de chez Citroën. La CFT est surtout implantée dans le secteur automobile. Elle est largement majoritaire chez Citroën et Simca Chrysler. L'implantation massive de la CFT chez Citroën, dans l'automobile, chez Chrysler, vient du fait que ces entreprises ont connu certaines difficultés il y a quelques années avec des organisations d'autres origines qui n'avaient pas rempli leur contrat vis-à-vis des travailleurs. Alors les gens se sont tournés vers une autre forme de syndicalisme. Comment vous entendez-vous avec les autres syndicats à l'intérieur de l'entreprise? À l'intérieur de l'entreprise, sur un plan personnel, sur le plan humain, moi j'entretiens des relations d'amitié avec les gens. Sur le plan syndical, évidemment, il y a des problèmes sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas pour la lutte des classes, puisque nous estimons que c'est une notion périmée. Reste que les accusations de fraude aux élections professionnelles, de méthodes d'intimidation continuent à pleuvoir sur ce syndicat. Et malgré ces dénégations et l'appui que lui accordent certains milieux, la CFT se voit toujours refuser depuis 30 ans par tous les gouvernements la représentativité au niveau national. Il faut noter que la CFT a lancé aujourd'hui un mot d'ordre de grève de 5 minutes, tout comme d'ailleurs la CGT et la CFDT dont l'arrêt de travail, toujours de 5 minutes, sera lui effectif demain. Mais tout à l'heure, à l'occasion d'une conférence de presse, les deux organisations syndicales sont encore allées plus loin. Un travailleur a été assassiné et tous les travailleurs sont indignés. L'identification des auteurs du crime est accablante pour le patronat et pour le gouvernement. La CGT a dénoncé depuis très longtemps les agissements de la CFT chez Citroën et dans certaines autres entreprises, le recours aux nervis et à leurs méthodes. Et le gouvernement a toléré ces agissements et quelquefois les a couverts d'un voile de complicité. Eh bien, maintenant, les faits parlent. Et effectivement, nous voyons d'un côté le gouvernement, certains de ses porte-paroles, des porte-paroles du patronat également, s'efforcer de créer un climat de tension par des propos outranciers contre les travailleurs, contre les organisations syndicales, parce qu'ils ont intérêt à créer ce climat. Mais les travailleurs, eux, ont au contraire intérêt à ce que des conflits sociaux se déroulent dans le calme, trouvent une issue par la négociation, et aussi que les prochaines échéances électorales se préparent dans la sérénité. Cela étant, le crime appelle la réplique, une réplique de masse, tranquille mais forte, et c'est ce à quoi la CGT, la CFDT et la FEN appellent les travailleurs à l'occasion de l'arrêt de travail décidé pour demain en fin de matinée. Jean-François Kahn, est-ce que cette affaire de Reims, c'est-à-dire en fin de compte, au départ 2 licenciements, et puis à l'arrivée 1 mort et 2 blessés, est-ce que cette affaire de Reims vous paraît exemplaire de ce que vous appelez dans votre livre un complot contre la démocratie? Vous savez, toute tentative, d'où qu'elle vienne d'ailleurs, toute tentative qui tend à substituer le dialogue des armes au dialogue des mots, s'intègre tout à fait au complot contre la démocratie, qui est un complot permanent. Et regardez d'ailleurs ce qui s'est passé en Turquie, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Italie ou en Espagne. Dans tous ces cas, il se trouve des éléments, se réclamant de la droite ou du gauchisme, qui tentent de bloquer par la violence le processus électoral démocratique, et il se trouve des gens pour les manipuler. Et c'est ça qui est très dangereux, surtout en période électorale. On ne veut pas dire qu'en France, on en soit arrivé là. Non, heureusement. Mais vous voyez, depuis longtemps, on nous affirme ici ou là que dans certaines entreprises sont utilisées par certains syndicats dits musclés des méthodes pour le moins contestables. Et à plusieurs reprises, des accusations précises ont été portées. Alors, ce que je comprends mal, c'est qu'aucune enquête sérieuse n'ait été entreprise pour connaître la vérité. C'est que nous, par exemple, journalistes, n'ayons jamais pu aller dans ces entreprises, par exemple au moment des élections pour le comité d'entreprise, pour voir ce qui était vrai ou ce qui était faux. Et j'en conclus qu'on parle beaucoup de la violence, mais que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à admettre la violence et l'atteinte à la démocratie quand ça les sert. Alors, qu'est-ce qui vous conduit à, disons, un certain pessimisme qu'on voit bien dans votre livre? C'est-à-dire qu'il me semble, et je tente de le démontrer dans ce livre, que depuis une quinzaine d'années en France, nous assistons à un affaiblissement
inquiétant de la conscience démocratique. Il y a, vous savez, on parle beaucoup de crise des valeurs. Bon, il y a une crise des valeurs, il y a une crise de ces valeurs, le travail, la famille, et ça me semble effectivement grave. Mais il y a aussi une crise de cette valeur fondamentale qu'est la démocratie vivante. En outre, je constate, il suffit de se retourner, il suffit de lire le journal, je constate que dans un monde totalement dominé aujourd'hui par les dictatures, nos démocraties, c'est des petits élos complètement isolés, eh bien il y a, j'ai fait le compte, 16 dictatures, 16 systèmes dictatoriaux qui se réclament du communisme, une quinzaine d'une forme de socialisme étatique et plus de 40 du capitalisme. Et qu'en définitive, à quelques très rares exceptions près, les deux grandes philosophies qui se partagent le monde aujourd'hui, qui se disputent le monde, débouchent presque naturellement sur la dictature à partir du moment où l'ordre qu'elles incarnent est menacé. C'est, si vous voulez, Prade contre Santiago et Santiago contre Prague. Et je crois que c'est tout à fait angoissant. Si je n'avais peur de vous faire sourire, je dirais que franchement, quelquefois, ça m'empêche de dormir. Il y a de quoi aussi réfléchir pour un journaliste quand on voit ce qui se passe au Figaro. Une à une, les grandes signatures du Figaro disparaissent de la première page du journal, et même du journal carrément. Après Raymond Aron vendredi, c'est Jean d'Ormesson, le directeur général du Figaro, qui le suit dans son départ du journal. Et l'on dit qu'André Frossard et Jacques Faisan pourraient bien adopter la même attitude. Alors à l'origine de leur départ, il y a bien sûr toutes sortes de raisons, mais qui peuvent, je crois, se résumer en un nom, celui de Robert Hersan, le nouveau patron du Figaro. Robert Hersan, qui règne déjà sur un empire de plusieurs dizaines de titres. Le Figaro est juste avant François le dernier et prestigieux titre acheté par Robert Hersan. Mais même les marchands de journaux ne connaissent pas toutes les publications de ce groupe. Le nom de Robert Hersan, il nous fait tout de suite une présentation de plusieurs titres de la presse française. Figaro, François actuellement, et beaucoup d'autres on n'arrive pas, enfin moi j'arrive pas à me souvenir de tous ces titres. À côté des deux titres parisiens, le groupe Hersan possède des quotidiens régionaux et départementaux, une douzaine au total. Un Français sur 5 lit un journal publié par le groupe Hersan, qui est le premier groupe de presse français. À ces quotidiens s'ajoutent des revues spécialisées. L'autojournal, le premier né du groupe, voisine aujourd'hui avec des mensuels qui traitent aussi bien du tricot que du sport. Il faut y ajouter également des hebdomadaires publiés en province. Bref, avec plus de 30 titres au total, le groupe Hersan réalise un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard. Homme de presse et homme politique, Robert Hersan a déjà inspiré de nombreux livres et même un roman, le dernier, H. Commerçant. Nous devions solliciter Robert Hersan, il n'a pas souhaité s'exprimer, il le fera demain dans le Figaro. Très brièvement, le reste de l'actualité française, encore une photo adressée à François par les ravisseurs de M. Révelli-Beaumont, le PDG de Fiat France. La photo se fait inquiétante, le texte davantage encore. Les ravisseurs menacent d'exécuter M. Révelli-Beaumont le 11 juin. Une nomination au conseil politique du RPR, celle de Pierre Juillet, l'un des très proches conseillers de Jacques Chirac, qui jusqu'alors n'avait jamais eu de responsabilité politique publique. Enfin, la réunion demain du Conseil national des prix. On va vers la taxation des marges des grossistes en fruits et légumes. L'étranger, il y a deux façons de lire les résultats des élections turques. D'abord celle-ci, 5 morts et 45 blessés. Mais je vous rassure tout de suite, il paraît que ce n'est pas beaucoup là-bas. Et ensuite, la lecture politique. Et là, c'est un changement sérieux. Le parti du Premier ministre, M. Demirel, est battu par celui de M. Ecevit. Aujourd'hui à Ankara, l'enthousiasme des partisans du vainqueur, M. Ecevit, était égal à celui des foules qui l'accueillaient il y a quelques jours pendant la campagne électorale. M. Ecevit est sûr de disposer de la majorité absolue au Parlement et de pouvoir former un gouvernement homogène qui sera de tendance social-démocrate. Le chef du Parti républicain du peuple a l'intention de s'occuper en priorité de la sécurité et de l'économie. Il souhaite un rapprochement avec la Grèce, avec qui les relations restent tendues depuis l'affaire de Chypre, où M. Ecevit, qui était alors chef du gouvernement, s'opposa victorieusement aux ambitions grecques à Chypre et provoqua ainsi la chute des colonels grecs. Aujourd'hui, M. Ecevit souhaite rencontrer le Premier ministre grec, M. Karamanlis. Sur le plan intérieur, M. Ecevit se propose d'opérer une libéralisation du régime politique qui pourrait permettre le retour à la légalité du Parti communiste turc. Autre changement de régime, cela se passe aux Seychelles, une petite poussière d'île très jolie, au milieu de l'océan Indien.
Là-bas, c'est le Premier ministre qui a profité de l'absence de son président de la République pour prendre le pouvoir. Ça se fait assez souvent. Le chef de l'État, Jimmy Mancham, était à Londres pour la conférence du Commonwealth. Son Premier ministre, France-Albert René, était son ancien adversaire. Il était plus marqué à gauche que lui. Premier télégramme à être arrivé sur le bureau du nouveau gouvernement, un télégramme de soutien de l'inévitable Idi Amin Dada. Je propose maintenant d'écouter la dernière interview de l'ancien président des Seychelles, recueilli par le cinéaste Yves Rousset-Rouard. Écoutez bien, c'est en créole, et le président va nous parler de l'homme qui l'a destitué. Politiquement, nous faisons l'unité nationale. Nous deux partis, ils joignent ensemble. Avant tout, leader des partis, moi-même comme autre président, et l'honorable France-Albert René comme Premier ministre, nous établissons des communications à travers laquelle nous découvrons l'entente et nous découvrons que si nous continuons à travailler ensemble pour le peuple, l'unité nationale est capable vraiment de créer des miracles pour nos pays. Voilà le nouvel homme fort des Seychelles, le voici à droite, il s'appelle donc France-Albert René. M. Mancham l'accuse de faire le jeu des soviétiques. Moluquois, la situation n'a pas avancé d'un pouce si l'on accepte les négociations entre le gouvernement et les représentants des Sud-Moluquois à La Haye. On ne voit guère comment l'affaire pourrait se terminer rapidement puisque les terroristes semblent ne plus avoir d'exigence. Et revoilà Monseigneur Lefebvre, Monseigneur Lefebvre très audacieux, puisqu'il a pratiquement décidé de venir braver le pape sur son territoire à Rome. Il a célébré une petite messe intégriste chez une princesse. Vous n'en verrez pas les images puisque la princesse a décidé de vendre son reportage. C'est une façon moderne de faire la quête. Mais tout de suite après, l'ancien évêque de Dakar s'en est pris au pape dans une conférence de presse en protestant contre les audiences accordées aux dirigeants communistes au Vatican et presque jamais aux évêques opposés au communisme. Elle va avoir 50 ans et la moitié de sa vie, elle l'a passée sous une couronne. Alors pour faire bonne mesure, la reine d'Angleterre va fêter demain les 2 anniversaires. Le plus fastueux, c'est ce que l'on appelle le jubilé d'argent, c'est-à-dire les 25 ans qu'elle a passé à la tête du pays. Dans quelques minutes, la fête va commencer à Londres. La reine elle-même va allumer un gigantesque brasier dans le parc du château de Windsor, en présence de 70 000 personnes. Et pour la circonstance, les Anglais perdent presque tout sens de la mesure et du bon goût, et surtout, ils ne se sont jamais sentis aussi royalistes. Listen, I'm sorry about last night. Yeah, I couldn't make it in the end. No, I know. But I'll make it up to you, I promise. Yeah. Okay. We'll do it tonight if you like. Fine. Okay. Are you coming to the Jubilee? There'll be plenty of company. Chaussettes argentées, badge, t-shirt aux couleurs du royaume, parapluie, sac, blouson, visière, les Anglais décidément sont fous de leur reine. Les cabines téléphoniques sont peintes en argent, les bus aussi, les taxis tout au moins certains. On a même écrit des chansons. Jubilee, are you coming to the Jubilee? Jubilation day for you and me. C'est énorme, c'est trop, les vitrines dégoulinent d'objets de pacotille, aux portraits de la reine et frisent parfois le mauvais goût et l'irrespect. Il n'y a que les Anglais pour ne pas s'en étonner et confirmer au contraire leur sentiment pour la monarchie. J'aime ma reine, j'aime beaucoup la tradition, il faut garder ça. Toutes les couleurs qu'on voit par exemple maintenant avec le jubilé, les drapeaux partout, je crois qu'on perdrait beaucoup si on n'avait pas la famille royale en Angleterre. Est-ce que vous ne trouvez pas, par exemple, qu'on dépense beaucoup d'argent pour ce jubilé et que c'est peut-être un petit peu inutile, non? Mais ça se passe une fois tous les 25 ans, alors ça vaut le coup, je crois. Et il y a beaucoup de gens qui voient la reine, par exemple, pour la première fois, de près, et parce qu'elle se promène partout, et je trouve ça très très bien pour les gens. Alors on en vient à se demander si l'Angleterre, que l'on dit sur le déclin, ne cherche pas à s'enivrer dans cet amour d'une monarchie qui paraît désuète, mais qui est le symbole d'une ancienne grandeur que l'on cherche à prolonger par le culte qu'on en fait. Cet attrait pour les chères vieilles choses n'est-il pas le goût pour l'histoire et le fabuleux passé de l'Angleterre? Et ces objets faits main que l'on paie un bon prix
le symbole d'une époque sans grève et d'une livre sterling qui ne flottait pas. Le refus d'un siècle qui n'est pas favorable, peut-être. Peut-être y a-t-il aussi sous cette adoration populaire un autre amour, celui des affaires, car le jubilé en est une, royale. Pour nous, c'est très intéressant. Nous avons beaucoup de commandes pour les pièces spéciales, beaucoup des affaires, et nous espérons peut-être qu'il y a un événement royal l'année prochaine pour apporter des nouvelles commandes. Quel genre d'événement royal, par exemple? Peut-être le mariage du prince Charles. Pour permettre aux 12 millions de touristes d'acheter le portrait de la reine en céramique, on a fait pour une fois en Angleterre des heures supplémentaires. Des tonnes d'assiettes, de petites cuillères et de tasses, à thé bien sûr. Élisabeth est devenue le plus formidable support publicitaire jamais utilisé. Et il est sans aucun doute de la volonté même de la reine qu'il en soit ainsi. Le trône au secours des caisses d'un gouvernement socialiste. C'est comme ça qu'on l'entend, et les Anglais disent de la reine qu'elle a fait et va faire pendant ce jubilé du bon travail. Good job. Vous trouvez que c'est de bon goût? Alors là, non. Mais ça fait rien, parce que les touristes vont dépenser beaucoup d'argent. Ici en Angleterre, c'est toujours bon pour nous. Les touristes dépenseront 6 milliards de centimes par jour et les Anglais diront merci. Merci à une reine qu'en tout état de cause ils aiment, parce qu'ils l'ont toujours aimée, et à qui ils souhaitent longue vie et bon anniversaire. Bon anniversaire, madame. 2 millions de touristes étrangers plus 3 millions de provinciaux britanniques. Ils seront tous là demain dans la rue. Certains, m'a dit tout à l'heure Claude Guénière, certains sont même déjà installés à l'heure qu'il est dans des sacs de couchage. Si vous n'avez pas de sac de couchage et si vous êtes resté en France, je vous invite à regarder ces cérémonies demain sur Antenne 2 de 11h25 à 12h30. Autre rendez-vous que je vous conseille sur notre chaîne, un rendez-vous plus politique mais qui sort de l'ordinaire, Valéry Giscard d'Estaing face à une classe terminale d'un lycée de Lyon. Cela se passera après-demain mercredi. Vous savez que 3 jeunes lycéens, à notre initiative, ont suivi le président pendant 3 jours. Le film de leur semaine à l'Élysée par Philippe Arroir servira d'amorce à un débat entre le chef de l'État et cette classe du lycée Saint-Exupéry que je vous propose maintenant de découvrir. Quand on parle de lycée à Lyon, tout le monde connaît le Parc, Ampère et Saint-Ex, le lycée de la Croix-Rousse. Saint-Exupéry, c'est un lycée de 2e cycle, classique et moderne. 1500 élèves, un peu plus de filles que de garçons. 60 classes et une centaine de professeurs. C'est pas parce que tu mettras des petits points un peu partout et tout identique que ça suffira. L'une des particularités du lycée est son effort d'ouverture à l'art et à la création. Dessin, bien sûr, mais aussi peinture, photo avec exposition, sculpture, archéologie et poterie. Autre particularité, sa volonté d'être sportif. Saint-Exupéry a sa propre piscine, ouverte d'ailleurs à toutes les associations du quartier. Mais les lycéens peuvent faire du tennis, du cyclisme, du yoga ou de l'équitation. Dans cette classe, les jeunes lycéens qui vont rencontrer le chef de l'État. 25 élèves de terminale, 12 filles, 13 garçons. Ils ont entre 17 et 19 ans et des parents plutôt bourgeois. Personne n'oublie le bac à la fin du mois de juin, mais aujourd'hui c'est la rencontre avec le président de la République qui est importante. C'est important dans le sens que c'est une expérience assez importante pour nous parce qu'on ne rencontre pas le président tous les jours. Et ça sera important si on arrive à dialoguer vraiment avec lui. Volonté de dialogue, c'est ce qui revient le plus souvent lorsqu'il est question de cet entretien. Autre préoccupation de ces lycéens, la mesure de leur représentativité. Donc les élèves de la terminale C là, peuvent être représentatifs des lycéens, mais dans la mesure où cette émission a été présentée comme Giscard et les jeunes, on a abusé les gens pour la bonne raison qu'il faudrait restreindre à Giscard et des jeunes lycéens. Parce
que nous ne sommes pas du tout représentatifs de la jeunesse en général. On en est conscient, c'est un état de fait et c'est comme ça, on représente des jeunes lycéens. Tout le lycée ne parle que de l'émission. Et même les plus jeunes imaginent les questions qu'ils poseraient au président. J'aimerais savoir si cet entretien va changer quelque chose dans l'avenir. Le lycée Saint-Exupéry de Lyon est un lycée comme les autres. Un lycée de qualité, sans histoire particulière. Ses élèves ressemblent trait pour trait aux autres élèves de France, sauf 25 d'entre eux, qui se sentent, ce sont eux qui le disent, un peu plus responsables. Voilà, cette émission à 20h30, donc mercredi, une émission animée par Jean-Pierre Elkabbach. Un coup d'œil sur la météo avant de refermer la dernière page de ce journal. Un temps qui n'est guère fameux, vous le voyez, et qui restera variable demain. De la Vendée à la frontière belge, une alternance d'éclaircies et d'averses. Ailleurs, il n'y aura même pas du tout d'éclaircies et les températures resteront assez basses pour la saison. Voilà, pour terminer par notre rubrique des livres pas comme les autres, L'Avare en bande dessinée, oui, L'Avare de Molière. Il y a là tout le texte de Molière, mais en plus quelques petits rajouts assez irrévérencieux. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Hélène Vida vous tiendra compagnie tout à l'heure en fin de programme vers 23h30. Bonsoir, à demain.